Dans cette vidéo, nous allons voir le concept d'énergie potentielle électrostatique. Tout d'abord à l'échelle macroscopique, puis à l'échelle microscopique, et ceci dans un objectif de calculer l'énergie de liaison. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on entend réellement par l'énergie? L'énergie, c'est un concept universel qu'on retrouve partout, dans la musique et même dans le paranormal. Dans les finances, il s'agit en fait de l'échange monétaire que l'on voit avec l'euro, le dollar. Alors, cette énergie, c'est un nombre scalaire, donc il y a un signe. Tout ce qui va rentrer dans le système, ça va être considéré comme de l'énergie positive. Nous aurons même le concept de crédit en physique par la suite. Et il y a aussi des économies pour des dépenses potentielles. Tout ce qui va ressortir du système est considéré comme une énergie négative, ce sont des pertes pour le système. Alors on parle en calories en alimentation, en biologie. Dans le domaine de l'énergie, les unités diffèrent. Vous allez trouver le kilowattheure, ou la tonne équivalent pétrole, ou la tonne équivalent charbon. On parle en kilojoules par mol en chimie. L'énergie peut se comprendre ici par la capacité d'un système à modifier son état à l'échelle macroscopique. Mais le physicien, lui, l'interprète aussi, dans un sens mécanique, comme la capacité du système à produire un travail qui va entraîner un mouvement du système, c'est-à-dire une énergie cinétique. Et lorsqu'on se place à l'échelle microscopique, le physicien se réfère à l'électronvolt pour évaluer des énergies de liaison. Alors essayons de démêler tout ça, d'être maintenant plus rigoureux dans les définitions si l'on veut être quantitatif. Alors tout d'abord, nous nous intéressons à l'échelle macroscopique. C'est un niveau beaucoup plus facile à appréhender d'un point de vue expérimental. On verra ensuite la notion d'énergie électrostatique, mais cette fois-ci à l'échelle microscopique. Alors à l'échelle macro, c'est-à-dire ce qui nous entoure, on distingue deux catégories d'énergie. Il y a d'une part l'énergie cinétique, alors ça c'est l'énergie du mouvement. Le premier à avoir introduit cette idée, c'est Leibniz. Il parlait de force vive pour la différencier de la force morte. Et c'est Coriolis qui montrera que l'énergie cinétique est la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc à l'équilibre, sans mouvement, l'énergie cinétique est nulle. Et puis la seconde énergie, c'est l'énergie potentielle. Dans le mot potentiel, d'ailleurs, vous entendez la notion de possibilité. Ça va dépendre de l'environnement, des opportunités. C'est l'énergie d'interaction du système avec ce qui l'entoure. Si le système ressent le poids, il y aura une énergie potentielle gravitationnelle. S'il ressent des forces électriques, il y aura une énergie potentielle électrique. Pareil pour le magnétisme. On doit le concept d'énergie potentielle à Lagrange au XVIIIe siècle. La notion de potentiel, on peut y voir aussi la notion de pouvoir, au sens que l'énergie peut se transformer en une autre forme d'énergie. Alors la somme de l'énergie cinétique et potentielle à l'échelle macroscopique, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique, E indice petit m, ou encore l'hamiltonien en référence au mathématicien Hamilton. Et l'on sait depuis Newton et Lagrange que le principe de conservation stipule que la quantité d'énergie, ici mécanique, d'un système, lorsqu'il est isolé, ne peut varier. À l'échelle macroscopique, si l'on considère un système sans frottement, sans élévation de chaleur, on parle d'un système adiabatique. On considère que le système est réversible, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est constante. Le concept de travail et d'une force, on le doit à Coulomb lui-même. On le note W comme work en anglais. Il est défini par l'intégrale du produit scalaire entre la force extérieure appliquée et le vecteur déplacement, ici entre les points A et B. Alors pour une force conservative, autrement dit sans dissipation d'énergie par des frottements ou par des échanges de chaleur, le travail va être indépendant du chemin suivi entre A et B. Le théorème de l'énergie cinétique découle de la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire que la variation d'énergie cinétique n'est rien d'autre que l'opposé du travail. Donc de la conservation de l'énergie mécanique, on peut déduire que la variation de l'énergie cinétique est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Alors cherchons à calculer l'énergie potentielle électrostatique pour un exemple simple. On va considérer deux sphères chargées avec une quantité d'électricité positive. On sait, d'après la force de Coulomb, que deux charges positives se repoussent. Donc naturellement, sans la participation d'un opérateur extérieur, ces deux sphères seraient séparées d'une distance très grande. Alors on ne considère ici aucun travail du poids, puisque compte tenu
que les sphères ne vont pas changer d'altitude au cours de leur mouvement, le poids est perpendiculaire à la trajectoire et donc le produit scalaire est nul. Alors l'opérateur va donc devoir pousser la charge ici de la droite vers la gauche et donc produire un travail pour amener la particule de l'infini jusqu'à une distance grand R. La force de l'opérateur doit s'opposer à la force de Coulomb du fait du principe de l'action et de la réaction. Alors le système de deux charges se comporte comme un ressort non linéaire de plus en plus comprimé, plus la séparation diminue et plus l'opérateur doit forcer. Alors le travail est dépensé par l'opérateur, ça veut dire que l'énergie est gagnée par le système des deux charges. Ce travail, c'est donc l'intégrale du produit scalaire entre la force de Coulomb et le déplacement dx de l'infini à grand R. Cela revient à intégrer la fonction en 1 sur x carré, la primitive c'est moins 1 sur x. 1 sur l'infini tend vers 0, et donc nous obtenons le résultat général que l'énergie potentielle électrostatique varie comme l'inverse de grand R. Alors, on représente cette courbe. L'énergie potentielle, vous voyez qu'elle va être positive lorsqu'il y a une répulsion dans le système, c'est-à-dire entre charges de même polarité. Et l'énergie potentielle, elle sera négative dans le cas opposé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une attraction, comme dans le cas entre deux charges de polarité différentes. Alors jusqu'à présent, nous avons considéré le système comme macroscopique, autrement dit, un monde sensible où on peut mesurer des forces et que l'on peut observer dans un référentiel bien déterminé. Mais au niveau microscopique, ces résultats s'appliquent-ils encore au niveau des molécules uniques, des noyaux, des électrons? Les forces mises en jeu peuvent être faibles ou grandes, suivant que les électrons sont plus ou moins liés à leur noyau. Nous le verrons plus tard. Alors forcément, à l'échelle microscopique, la situation va être plus compliquée. Les particules vont bouger avec beaucoup plus de degrés de liberté. Chaque particule élémentaire va avoir sa propre vitesse et cela va créer un désordre beaucoup plus important. Alors cette agitation, elle va se traduire dans l'énergie cinétique microscopique. Et donc, l'énergie cinétique va se présenter sous différentes formes selon l'état physique de la matière. Si on prend les solides, cela va se traduire par des vibrations des atomes, de faibles amplitudes des atomes. Les vibrations sont transmises de proche en proche, ce qui va permettre d'expliquer microscopiquement la propagation de la chaleur dans les solides. Une manière imagée de se représenter cela est d'imaginer un ensemble de systèmes masse-ressort. Alors pour les liquides, l'agitation thermique se manifeste aussi par des vibrations, mais aussi par un mouvement des molécules les unes par rapport aux autres. Cela engendre l'établissement et la rupture continuelle des liaisons de basse énergie, c'est-à-dire les liaisons hydrogène ou les liaisons de Van der Waals entre les molécules du liquide. Pour les gaz, il n'y a pas ici de liaison proprement intermoléculaire. L'énergie cinétique correspond en fait à l'agitation thermique des atomes. Cette agitation désordonnée est décrite par le modèle du mouvement brownien. Les seules interactions entre particules sont les collisions qu'elles subissent entre elles. Et ça, c'est tout le domaine de la physique statistique qui avait été lancé par Boltzmann. Alors, au niveau des énergies potentielles maintenant, compte tenu des très faibles masses à l'échelle microscopique, il n'y a plus d'interaction gravitationnelle. Ça va être véritablement le lieu pour des interactions entre charges. L'énergie potentielle microscopique se réduit alors aux énergies de liaison et aux énergies entre nucléons ou aux énergies intermoléculaires. Alors, comment prendre en compte l'ensemble de ces énergies? Si l'on voulait être rigoureux pour caractériser le système global, l'énergie totale serait donc la somme de 4 termes. Alors, de la même manière que l'on a défini l'énergie mécanique d'un point de vue macroscopique, on nomme l'énergie interne que l'on note grand U. La lettre grand U rappelle que c'est l'énergie utile, useful en anglais, ça marche aussi. Elle est définie comme la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, mais cette fois-ci à l'échelle microscopique. Alors l'énergie totale du système, E tot, est donc la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne. La détermination de l'énergie interne pourrait se révéler compliquée, voire même impossible dans la pratique, car il faudrait prendre en compte bon nombre de contributions inconnues de nature très diverse. Mais ce n'est pas l'énergie qui est la plus intéressante dans le calcul ici, mais c'est sa variation. Nous sommes donc amenés à faire des simplifications suivant les échelles à lesquelles on analyse le problème. Alors il est courant de considérer que lorsqu'on analyse l'échelle microscopique, que le système est au repos à l'échelle plus grande. Cela signifie
que l'énergie mécanique est constante et donc que la variation de l'énergie totale se réduit à la variation de l'énergie interne grand U. Si l'on se réfère au premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie totale repose sur les échanges avec l'extérieur, c'est-à-dire soit la chaleur ou le travail. Si le système reste ordonné, on peut alors tenir l'hypothèse que la quantité de chaleur reste constante. Donc on fait ici l'hypothèse d'une réversibilité, ce qui se traduit par l'égalité entre la variation de l'énergie interne et le travail des forces extérieures. Appliquons ces premiers principes au plus petit élément chimique connu, c'est-à-dire l'hydrogène. Et c'est Rutherford qui a proposé un modèle, qu'il a nommé le modèle planétaire, c'est-à-dire que vous avez un noyau massif et chargé positivement, autour duquel se déplace l'électron de masse ME et chargé négativement. Alors l'interaction entre ces deux particules, elle est électrostatique, et c'est la force de Coulomb qui a été proposée ici. Nous pouvons reprendre les résultats de l'énergie potentielle électrostatique appliquée à l'électron à une distance grand R du noyau. Et l'énergie potentielle, vous voyez qu'elle est bien négative, elle traduit bien une attraction. Alors à l'échelle microscopique, l'électron a une énergie cinétique du fait qu'il est considéré aussi tourner autour en orbite autour du noyau. Il nous faut donc calculer la vitesse de l'électron sur son orbite. Alors cette orbite étant supposée circulaire, l'accélération de cet électron vaut alors v carré sur r, où v est la vitesse de l'électron et orientée suivant le vecteur unitaire ER. On invoque le principe fondamental de la dynamique et on peut écrire que la masse de l'électron fois son accélération est égale à la force de Coulomb. On remplace l'accélération par v carré sur r et on trouve ainsi la vitesse de l'électron. Alors, pour le calcul, le rayon, c'est celui du rayon de bord, il vaut 53 picomètres. Alors, picomètre, je vous rappelle, c'est 10 à puissance moins 12 mètres. La masse de l'électron, on l'a déjà vu, est de l'ordre de 10-31 kg. Alors, on calcule la vitesse de l'électron, et vous voyez qu'elle est de 220 fois inférieure à la vitesse de la lumière. Donc, nous n'avons aucune correction relativiste n'est nécessaire à ce niveau. On remarque ici que l'énergie cinétique vaut la moitié de l'énergie potentielle. Et finalement, on peut calculer l'énergie interne qui vaut alors moins 1,5 de K E carré sur R. Cette énergie interne reste donc négative. Alors, si on cherche à ioniser l'atome d'hydrogène, il faut appliquer un travail extérieur macroscopique pour arracher l'électron au noyau et le rendre libre à l'infini. Donc delta W, c'est moins delta U. On a supposé ici qu'il n'y avait pas d'échauffement, alors on fait l'application numérique, et vous voyez qu'on trouve qu'il faut apporter une énergie de 2,2 10-18 joules. C'est une énergie extrêmement faible, l'unité ici c'est bien le joule, puisqu'on a tout exprimé les charges en coulomb, les séparations en mètres. Alors on peut convertir cette énergie en une autre unité plus adéquate. On sait qu'un électron-volt vaut 1,6 10-19 joules, c'est-à-dire la valeur de la charge élémentaire. Alors le modèle de Rutherford indique que la variation de l'énergie interne, c'est-à-dire l'énergie de liaison de l'électron avec le noyau, vaut moins 13,7 électronvolts. L'énergie de ionisation a pu être mesurée expérimentalement. Il s'agit de trouver l'énergie minimale de photons ou d'électrons accélérés qui puissent expulser l'électron de l'atome. Et cela rejoint ici le cours d'optique en spectroscopie. Alors vous voyez qu'on mesure ici une raie d'émission ici dans l'ultraviolet qui a une longueur d'onde de 90 nanomètres. Alors ça correspond à une énergie qui expérimentalement mesurée vaut moins 13,6 électronvolts. Et c'est cette valeur que vous allez retrouver dans vos cours de chimie quantique. Alors le modèle planétaire fonctionne donc très bien ici, vous voyez, pour l'atome très simple d'hydrogène. Il trouve néanmoins ses limites pour d'autres molécules. L'intérêt de ce modèle a été de nous montrer que l'énergie interne des électrons est d'origine électrostatique. Voilà, nous avons revu les significations physiques des énergies cinétiques, potentielles, les énergies internes et les énergies de liaison. L'énergie potentielle électrostatique, nous avons vu, se calcule facilement à partir des variations de travail des forces électriques. Nous avons vu
que les résultats à l'échelle macroscopique pouvaient être transposés à l'échelle microscopique et que l'énergie de liaison entre l'électron et le noyau trouve son origine dans les forces électrostatiques. Et c'est grâce au spectre d'émission optique que nous avons pu vérifier le modèle planétaire de Rutherford. Nous avons montré aussi que la thermodynamique, avec l'énergie interne grand U, a donc ses bases dans l'électrostatique. Alors cette vidéo était une étape nécessaire avant de définir ce qu'on appelle le potentiel électrique. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.